La vie sur Terre a déjà surmonté de nombreuses crises. Période glaciaire, chute de météorites, éruptions volcaniques majeures. Et jusqu'à présent, l'évolution a toujours fait en sorte que tout se termine bien. Une fois les poissons cuirassés, les trilobites, les conodontes et les dinosaures disparus, l'ère des mammifères et d'Homo sapiens a commencé. Mais notre espèce a réussi à modifier les règles du jeu de la vie à une vitesse telle qu'une fois de plus, une extinction massive des espèces est imminente. Pourtant, en ce moment même, nous développons aussi des outils qui pourraient empêcher la fin du monde. Et si finalement, nous devenions non pas les méchants, mais les héros de l'évolution? For the first time ever, we really have the potential to engineer and control wildlife populations. Mit der synthetischen Biologie ist die Biologie programmierbar, genauso wie ein Softwareprogramm. Ne pourrait-on pas donner un petit coup de pouce à l'évolution, histoire que les plantes, les animaux et nous-mêmes, accessoirement, puissions survivre? Il y a une chose à laquelle les marsupiaux d'Australie ne s'attendaient pas, les chats. Introduits en Australie par les colons européens et redevenus sauvages, ils font des ravages parmi les marsupiaux. Aujourd'hui, ces derniers sont au bord de l'extinction. Mais au lieu d'éliminer massivement les chats pour protéger les marsupiaux, ne pourrait-on pas entraîner ces derniers à leur échapper? Dans le cadre d'une expérience en plein air, 300 rats kangourous ont été enfermés dans un enclos avec 4 chats. Un groupe de contrôle comptant le même nombre d'individus a vécu sans chasseurs. Résultat, les marsupiaux ayant dû cohabiter avec les chats s'enfuient plus vite, se cachent mieux et sont plus vigilants lors des repas. Et la bonne nouvelle, c'est que les parents transmettent ces comportements à leur progéniture. Bingo! Les rats kangourous ne sont que l'une des innombrables espèces menacées d'extinction. Selon une estimation, un quart de la faune et de la flore pourrait disparaître d'ici à 2050. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Was wir jetzt machen, ist, wir probieren, den Schaden, der entstanden ist, zu minimieren. Aber der Schaden ist schon entstanden und wenn wir nichts machen, dann ist es in der Tat so, dass in meinem Menschenleben, also in den nächsten 20 Jahren, werden wir sehen, dass wir diese Ökosysteme komplett verlieren. Sur Terre comme dans les océans. Car là aussi, une extinction de masse est en cours. 2 tiers des récifs coralliens dans le monde sont déjà gravement endommagés. Was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass Korallenriff-Ökosysteme mitunter die ersten Ökosysteme sein können, die wir komplett verlieren. Les coraux sont parfaitement adaptés à leur habitat et très sensibles au changement. Une hausse de température d'1 degré suffit par exemple à déclencher leur blanchiment et à transformer un monde sous-marin multicolore en paysage fantôme. Peut-on imaginer entraîner les coraux, comme les rats kangourous d'Australie? Eine Sache, die man auch machen kann, ist, dass man in der Tat Korallen trainiert auf höhere Wassertemperaturen. Man kann das Schocktherapie nennen. Man hat gezeigt, wenn man die extremeren Bedingungen aussetzt, also zum Beispiel höhere Wassertemperaturen, dann sind auch die Kolonien, die daraus erwachsen, stressresistent. On peut aussi offrir aux larves de coraux des partenaires de symbiose plus performants et leur apporter des algues qui supportent mieux la chaleur. Eine Koralle ist ein sogenanntes Nesseltier, das aus vielen Polypen besteht. Ein Polyp ist ein Schlauch und diese Polypen haben noch Tentakel, die oben rauskommen. Diese Tentakel werden benutzt, um Nährstoffe heranzuführen. Den Hauptteil der Energie, damit Korallen wachsen und diese Skelette bilden, bekommen sie von Algen, also kleinen Pflanzenzellen, die im Gewebe der Koralle leben. Und mit Hilfe von Sonnenlicht und Photosynthese produzieren diese Algen Zucker und andere Nährstoffe, die dann der Koralle zugeführt werden als Nahrung.
Le polype et l'algue s'approvisionnent mutuellement en nutriments. Tout le monde en sort gagnant. Et en bonus, cette symbiose apporte des couleurs flamboyantes aux coraux. Seulement, si le corail a trop chaud, il rejette les algues et commence à mourir. Les coraux s'effritent et les récifs disparaissent. À moins que nous n'ayons une idée pour y remédier. Intervenir dans l'évolution comporte forcément des risques, c'est une réalité. Il suffit de se souvenir de l'apprenti sorcier qui n'arrive plus à se débarrasser du balai qui l'a animé. Le balai finit par outrepasser sa mission et l'eau se répand à grands flots. C'est un peu ce qui s'est passé en Australie. En 1935, le crapaud buffle y a été importé d'Amérique du Sud, dans l'espoir de débarrasser les plantations de canne à sucre des insectes nuisibles. Peine perdue. Au lieu de cela, le crapaud géant a commencé à tuer les animaux endémiques avec son venin, et ce en si grand nombre que certaines espèces sont désormais menacées d'extinction. Mais en dehors de ces cas isolés, n'avons-nous pas eu de la réussite dans nos interventions sur la nature ? En sélectionnant, élevant et croisant les espèces ? Il y a environ 30 000 ans, l'humain a apprivoisé le loup et l'a façonné pour en faire le compagnon rêvé selon ses propres besoins. Chien de chasse, chien de berger, lévrier, chihuahua, yorkshire ou encore caniche. Longtemps, la sélection a été le fruit du hasard et prenait du coup beaucoup de temps. Les choses n'ont changé qu'au milieu du 19e siècle, avec le moine et botaniste Gregor Mendel. Il a croisé des pois et a évalué les résultats de manière statistique. Il était enfin possible d'intervenir de manière ciblée dans l'évolution naturelle et de dompter la nature. Pas étonnant donc si tous les enfants doivent encore aujourd'hui apprendre les lois de Mendel à l'école. Mendel fand heraus, dass sich bestimmte Eigenschaften in Genversionen vererben lassen, die von beiden Elternteilen kommen. Wenn wir uns also hier mit diesen Schokolinsen als Ersatz für Erbsen einmal das Merkmal Farbe anschauen, dann ist die erste Generation der Schokolinsen tatsächlich keine Mischfarbe aus Gelb und Blau, sondern zum Beispiel komplett gelb, da die gelbe Genversion sich gegen die blaue durchsetzt. Bedeutet aber nicht, dass die blaue Farbe abhanden gekommen ist. Sie ist einfach nur rezessiv, unausgeprägt im Genom vorhanden, sodass in der nächsten Generation wieder beide Merkmale zutage kommen und wir sowohl gelbe als auch blaue Erbsen oder eben Schokolinsen vorfinden. Les lois de Mendel s'appliquent à tous les êtres vivants qui se reproduisent sexuellement. Par exemple, l'engrin sauvage ou petit épeautre. Jugé autrefois sans intérêt, il est devenu grâce à Mendel une plante à haut rendement qui nourrit des milliards d'êtres humains. Ou l'auroch, l'ancêtre de nos bovins élevés en masse pour leur lait. Quant au coq doré, il s'est transformé en super poulet produisant des escalopes bien dodues. Jusqu'à présent, nos interventions dans l'évolution ont été très réussies. Et très égoïstes aussi. Mais ne pourrait-on pas changer ça ? Utiliser nos compétences pour sauver les espèces et construire une sorte d'arche de Noé pour les végétaux et les animaux. Wenn wir die Natur noch retten wollen, haben wir eigentlich sehr wenig Zeit. Wir haben eigentlich nur noch 7 Jahre Zeit, wenn wir nur nahe kommen wollen an die Pariser Klimaabkommen. Und das heißt, wir brauchen radikal neue Wege. Pour rappel, en Europe, il fait déjà 1,5 degré de plus qu'il y a 150 ans. En 2050, cela pourrait atteindre 2 degrés. En 2100, plus de 3 degrés, et ainsi de suite. Ein großes Problem ist, dass im Zuge der globalen Erwärmung Schadinsekten, Schaderreger, Pilze, Viren, Bakterien sich immer weiter nördlich ausbreiten und auch in unsere Breitengrade langsam kommen, wo sie vorher nie waren. Im Schnitt sagt man so knapp 3 Kilometer pro Jahr wandern diese Schadinsekten nach Norden. Et ils ne sont pas forcément les bienvenus. Le moustique tigre, la menthe religieuse et l'araignée Nosferatu ont parfaitement pris leurs aises en Europe centrale. Tout comme le frelon asiatique et la chenille processionnaire du chêne.
En dehors de toutes ces nouvelles espèces, des substances s'infiltrent dans les cycles naturels et y modifient progressivement la biochimie. Tout cela a des effets qui, à leur tour, ont d'autres effets. Si les coraux disparaissent à cause du réchauffement, un tiers de toutes les espèces marines partira avec eux. Mais pour protéger les récifs coralliens de notre planète, la sélection et l'entraînement au stress ne suffisent pas. Est-il d'ores et déjà impossible de les sauver? Die Antwort ist das Mikrobiom. Was man im Prinzip rausgefunden hat, ist, dass jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier mit bestimmten Mikroorganismen assoziiert ist. Der Mensch kann einen probiotischen Trink trinken oder er kann ein probiotisches Joghurt essen und so kommen die Bakterien in den Darm. Das ist relativ einfach. Die Korallen leben unter Wasser, da wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Was wir machen, ist tatsächlich, dass wir diese probiotischen Cocktail auf Spritzen aufziehen, die dann mit unter Wasser nehmen und der Koralle unter Wasser auf ihr Gewebe, also von außen zugeben oder applizieren. Et ça marche même sous l'eau? Was hilft, ist, dass die Koralle wie wir so eine Schleimschicht auf der Haut hat. Diese Schleimschicht ist relativ klebrig und da bleiben die Bakterien drin kleben. 40% mehr Korallen haben überlebt. Also das ist auch wieder so eine Zahl, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also Wissenschaftler sind normalerweise froh, wenn sie einen Effekt von 5 bis 10% haben. Cette méthode ne permet pas de sauver tous les coraux. Mais cette intervention au niveau du microbiome peut peut-être éviter l'extinction de quelques espèces. Et qui sait? Elle pourrait fonctionner sur d'autres habitants de notre Terre. Par exemple, les plantes. Es gibt viel Forschung zum Mikrobiom. Es ist bekannt, dass das Mikrobiom einer Pflanze eine große Auswirkung auf das Wachstum und die Gesundheit einer Pflanze hat. Aber es reicht nicht allein, das Mikrobiom anzupassen. Das wird nicht reichen, um den Welthunger zu besiegen oder um den Klimawandel zu retten. Dazu ist es schon nötig, dass wir viele verschiedene Technologien zusammenbringen. Et notamment des ciseaux très spéciaux. Des ciseaux si tranchants qu'ils ne coupent pas seulement une plante, mais toute l'espèce. Les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 sont capables de découper des parties ciblées du patrimoine génétique et ainsi de modifier le génome. Un bon coup d'accélérateur pour l'évolution. Die Pflanzenzüchtung braucht schon so ihre Zeit. Also wenn wir die klassische Züchtung oder Kreuzung hernehmen, dann kann man das so ein bisschen vergleichen wie mit einem Zauberwürfel. Wenn jetzt zum Beispiel die grüne Seite für eine bestimmte Eigenschaft steht, wie eine Schädlingsresistenz oder eine Trockentoleranz, dann kann es sein, dass die durch die Evolution oder durch die Züchtung bisher ein bisschen durcheinander gebracht worden ist. Wir wollen sie wiederherstellen und dazu nutzen wir die Kreuzung und kreuzen ein bisschen rum und sehen, alles klar, hier ist schon wieder was grün geworden, es geht schon in die richtige Richtung, aber gleichzeitig haben wir auch Eigenschaften verändert, die wir vielleicht nicht verändern wollten, die negative Effekte mit sich bringen. Mit CRISPR umgehen wir dieses ganze Drehen und Verschieben von Eigenschaften. Wir können mit dem Werkzeug einfach hingehen, die falschen Eigenschaften ansteuern und eben korrigieren und so viel schneller zum Ergebnis kommen. Cette technologie est utilisée depuis longtemps dans le commerce. Aux États-Unis, au Brésil et en Chine, on s'en sert pour rendre le soja ou le maïs plus résistant à la chaleur, aux parasites ou aux pesticides. Mais que se passera-t-il si un cercle vicieux se met un jour en place et que nous perdons tout contrôle, comme avec le crapaud buffle? Alles, was wir im Supermarkt finden, jede Tomate, jede Paprika, jede Banane, ist so gezüchtet worden, wie wir Menschen sie gerne hätten, was Geschmack, Farbe und im Fall der Banane sogar Kernlosigkeit angeht. Das sind alles Dinge, die wir Menschen schon seit tausenden Jahren beeinflussen. Nur weil wir jetzt genau wissen, was wir tun, indem wir auf die Genetik schauen, macht es das Ganze nicht zu einer ganz neuen Geschichte. Wir müssen nur als Gesellschaft überlegen, ob wir diese Technologien eben so verfeinert, wie sie heute sind und so komplex, wie sie sein mögen, ob wir denen eine Chance geben wollen oder nicht. Jusqu'à présent, ces technologies ont toujours été utilisées avant tout pour gagner de l'argent, beaucoup moins pour sauver la nature. Mais elles pourraient aussi servir à ça. Les abeilles pourraient être immunisées contre les substances toxiques, les vaches rendues plus résistantes à la chaleur, et les moustiques sans agents pathogènes, ce serait pas mal aussi. Et tant qu'on y est, pourquoi pas une truie donnant de la laine, du lait et des œufs? Plus sérieusement, que peut-on faire avec ces nouveaux outils génétiques? For the last
30, 40 years, we've been developing technologies to read the genome DNA sequencing, where we can now sequence the genome of an animal literally overnight and find that whole coding of information there. And the challenge is to read that. It's like a book. Well, reading is one thing. We can now rewrite it. We can now make specific changes into that genome, analogous to what evolution does within a population. And that is new, and that is very powerful, and it brings many opportunities. Désormais, les plantes, mais aussi les animaux, sont génétiquement modifiés. Ce saumon, par exemple, surnommé poisson Frankenstein, peut atteindre 3 fois la taille de son homologue sauvage. 3 fois plus grand, c'est 3 fois plus de chair, un bon point pour le marché du poisson. Mais au bout du compte, c'est à nous de réfléchir comment cette évolution forcée peut servir la nature. We are working on poultry, we're working on chickens to look at the spread of influenza, avian influenza in that. If a genome edit solution can be found for poultry, should we not use it also in wildlife? It is our swans, it is our seabirds, it is our iconic wildlife species which are dying by the thousands. Would we not want to see if that's possible? Indeed, perhaps we could generate wildlife that didn't get infected with coronavirus. Would that have been useful? La recherche sur la modification ciblée du génome des animaux sauvages avec CRISPR-Cas9 est très récente. Il reste encore beaucoup à faire. Mais le clonage aussi semblait futuriste. Jusqu'à la naissance de la brebis Dolly en 1997, à l'Institut Roslin en Écosse. Un événement mondial à l'époque. Aujourd'hui, une broutille comparée aux promesses de l'édition génomique. We can change a single amino acid, a single base in the genome, causing a single amino acid to change in a protein. The type of variation that you see through natural breeding, through natural selection of animals. Une intervention ciblée permet de modifier le génome des animaux et d'optimiser certaines caractéristiques. Il suffit d'une coupure dans la lignée germinale pour déjouer les règles naturelles de l'hérédité et transmettre à 100% la modification aux générations suivantes. Ce forçage génétique pourrait modifier les règles du jeu de la vie. Grâce au code X-Shredder, on pourrait par exemple éradiquer le moustique vecteur du paludisme. You could target the gene drive to a gene which is involved in fertility. In this case, the gene drive carries an activity which will literally go into the genome and cut up the X chromosome, inactivating it, obviously. If you don't have the X chromosome, then the only chromosome that you can transmit to the offspring would be the Y. And therefore you get a preponderance of male animals, leading to a population crash. Plusieurs projets de ce type sont déjà sur les rails. L'un d'eux vise l'éradication du moustique responsable du paludisme. Les premiers essais sur le terrain ont déjà eu lieu en Afrique. Cette technique pourrait également décimer des espèces invasives, comme le chat ou le crapaud-buffle en Australie. Ou encore l'écureuil gris en Angleterre. Ces écureuils gris supplantent les écureuils roux endémiques à cause d'un virus mortel dont ils sont porteurs sains. On recense aujourd'hui 20 fois plus d'écureuils gris que de roux. Le roi Charles III a même créé un projet pour sauver l'écureuil roux. Les tentatives de régulation, dont la chasse, ayant tout échoué, c'est au tour du forçage génétique de jouer. It is an exciting frontier for genetics. For the first time ever, we really have the potential to engineer and control wildlife populations, something that up till now has relied on trapping, poisoning, shooting, and otherwise, brutal cull mechanisms. Éliminer d'un claquement de doigts une population d'animaux sauvages nuisibles, pourquoi pas? Mais les moustiques, même vecteurs du paludisme,
ne servent-ils pas de nourriture aux oiseaux et aux amphibiens? Comment éviter qu'un gène forcé ne devienne incontrôlable et ne menace des espèces apparentées? You can, in effect, develop a clock in the gene drive, a generational clock, where it will only run for a certain number of generations and then it will stop. Un gène forcé limité dans le temps, en somme. Mais au fait, comment l'évolution réagit-elle à ces interventions? N'a-t-elle pas son mot à dire si on lui met des bâtons dans les roues? Souvenez-vous du Rubik's Cube. De nouvelles variations génétiques ne cessent de se présenter. There'll be an unseen pressure put on the selecting for a change that alters either the gene drive itself or the target sequence. If any of that happens, the gene drive is no longer functional. Le forçage génétique n'en est encore qu'à la phase expérimentale, mais il pourrait bientôt changer le destin de certaines espèces. Es ist halt noch hart umkämpft. Ne? Es ist ja immer diese Frage, will man eine tödliche Krankheit ausrotten oder will man die Ökosysteme lieber nicht beeinflussen? Die Ökosysteme sind sehr vielfältig, da hängt viel hinten dran, während wir auf einem Acker relativ begrenzt sind. Si ces interventions dans la nature sont si controversées, peut-être vaut-il mieux commencer à petite échelle. 2/3 unserer Landwirtschaft wird es eigentlich so nicht überstehen, diese neuen erhöhten Temperaturen. Wir müssen eingreifen. S'il faut intervenir tout en évitant que ça se termine comme dans l'apprenti sorcier, quelles possibilités s'offrent à nous? Et si on limitait les interventions, pour ne sauver que quelques espèces, en espérant qu'un jour le cauchemar se termine? Il suffit de quelques plantes utiles pour assurer l'approvisionnement de la population. Mais que se passera-t-il après le sauvetage et l'arche de Noé? Après tout, il y a peu de chances que le changement climatique soit réversible. Peut-être devrait-on plutôt chercher à stopper le déluge. Mais pour cela, il nous faudrait un outil capable de tout chambouler. Mit der synthetischen Biologie ist die Biologie programmierbar, genauso wie ein Softwareprogramm. Das heißt, wenn ich weiß, was ich von einer Bakterie will, was für ein Produkt sie produzieren kann, schreibe ich eigentlich nur einen biologischen Code und diese Bakterie wird mir das produzieren. Même une saucisse? Diese Wurst besteht aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten und hat eine ganz bestimmte chemische Zusammensetzung. Und wenn ich jetzt weiß, welche Gene dafür verantwortlich sind, dass die Wurst gut schmeckt, dass die Wurst rötlich aussieht, dass sie so aussieht und sich so anfühlt, wie man es kennt, dann kann man diese Gene identifizieren im Labor. Une saucisse de laboratoire produite sans animaux, avec peu d'émissions de CO2, qui a le goût et même l'apparence d'une vraie saucisse. Ça reste une saucisse, non? Da geht es eigentlich um Mikroorganismen, Hefen, Bakterien, Pflanzenzellen. Eigentlich der einfachste zum verändernden Organismus, den man hat, ist die Bakterienzelle. Die nimmt man im Labor und öffnet sie einfach. Und wenn man sie öffnet, sieht man das Stück des DNA, das derzeit schon drinnen sind. Das sind 3 Millionen DNA-Buchstaben. Diese 3 Millionen DNA-Buchstaben sagen dem Bakterium, wie es schwimmt, was es isst, wie es wachsen soll, all die unterschiedlichen Eigenschaften, die dieses Bakterium hat. Und dann im Labor schaue ich mir diese DNA-Reihenfolge an und mache vielleicht kleine Änderungen. Nehme etwas raus, kopiere etwas rein, verändere etwas hier und da. Zum Beispiel möchte ich, dass die Bakterie blau aufleuchtet. Kann ich einfach so auf dem genetischen Level verändern. Und dann baue ich das wieder zurück in die Zelle ein und würde das in einem Bioreaktor weiter gedeihen lassen. Voilà qui n'est pas sans rappeler la créature de Frankenstein. Et ça nous permettrait de sauver la nature? Aux États-Unis et en Chine, on investit actuellement des centaines de millions de dollars pour produire notre nourriture de demain grâce à la biologie de synthèse. Aujourd'hui, les bioréacteurs permettent de créer non seulement de la viande et du poisson, mais aussi du biocarburant et même du ciment. Die Zementproduktion, so wie sie heute kennen, ist wahnsinnig energieintensiv. Emittiert um die 8% der globalen CO2-Emissionen. Und der Hauptbaustein vom Zement, das ist Calciumcarbonat. In einer Fabrik, um das herzustellen, braucht man einen Brennofen bei 2400 Grad.
Aber Tatsache ist, dass die Natur auf natürliche Art und Weise Calciumcarbonat schon herstellt. Das ist derselbe Baustein, die gibt es in den Muscheln, in unseren Zähnen, in unseren Knochen. Und wenn ich weiß, welches Gen verantwortlich ist für die Produktion von Calciumcarbonat, dann kann ich das einfach bei Zimmertemperatur im Labor züchten, ganz ohne exzessive CO2-Emissionen. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, un des produits de la biologie de synthèse nous est bien connu, le vaccin anti-Covid à ARN messager. Mit der synthetischen Biologie versuchen eigentlich die Forscher, mit den Bausteinen der Biologie so umzugehen, wie Kinder mit Legosteinen, um immer wieder neue Dinge zu produzieren. Man nimmt die Bausteine des Legos und bringt sie zusammen, um komplett neue Formen zu schaffen. Zum Beispiel können natürlich Forscher Eiscremes aus den Legosteinen der Biologie herstellen. Eiscreme, das vielleicht weniger Zucker hat oder viel nährwerter ist. Oder man kann zum Beispiel Häuser bauen, wo der Beton sich selbst heilt oder der Beton sogar aus Bakterien gewachsen ist. Man kann Pflanzen bauen, die klimaresistent sind. Und man kann sogar kleine Fischfilets im Labor züchten. Autre projet visant à réduire les émissions de CO2, le superarbre optimisé. Der Standardbaum ist wahnsinnig ineffizient, in wie viel natürliches Sonnenlicht es eigentlich verbraucht. Das sind nur satte 5%. Und da gibt es natürlich ein enormes Optimierungspotenzial. Wir können jetzt mit den Genen spielen und diese Bäume schneller wachsen lassen. Je größer ein Baum wird, desto mehr CO2 kann er aufnehmen und es dann auch weiter in den Wurzeln speichern. Und das ist eine Möglichkeit, zusätzlich mit dem Überschuss der CO2 in der Atmosphäre zurechtzukommen. Aux États-Unis, 600 de ces superarbres, des peupliers, ont déjà été plantés. L'objectif est d'atteindre les 5 millions d'ici 2024. Autre solution trouvée par la biologie de synthèse, des bactéries mangeuses de plastique. Diese Bakterien sind so eine Art Enzyme. Das soll man sich vorstellen wie biologischen Scheren. Ja? Und diese biologischen Scheren haben diese Fähigkeiten, die langen C-Ketten, die dafür verantwortlich sind, dass der Plastik so resistent ist und sich so gut hält, in kleinere Teile aufzuschneiden. Diese Teile sind dann noch hochwertig genug, dass man sie dann in neue Plastikprodukte umwandeln kann. Tout cela semble très bien. Mais la biologie de synthèse est-elle vraiment l'outil révolutionnaire qui va tout chambouler? Après tout, elle implique aussi une intervention sur l'évolution, et donc un risque. Que se passerait-il si un organisme mangeur de plastique arrivait dans la mer et se propageait? Qui peut garantir que les organismes artificiels ne vont pas muter et que nous n'allons pas empirer la situation, comme dans le film de science-fiction Vesper Chronicles, dans lequel il n'y a plus d'animaux, mais seulement des plantes au comportement anormal. Peut-on vraiment prendre un tel risque? Eine Diskussion, die dann irgendwann kommen wird, ist, was wir im Englischen Risk of Inaction nennen. Also, wenn man gar nichts tut, geht man auch ein hohes Risiko ein, nämlich dass man dann alle Individuen oder alle Populationen einer Art verliert. Tatsache ist, wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir gehen in eine Klimakrise schneller denn je. Und die synthetische Biologie ist eine der Hauptwaffen, die wir verwenden sollten. Nicht nur, um wieder in den Einklang mit der Natur zu kommen, sondern auch, um die Natur zu retten. Et nous n'aurons probablement pas d'autre choix que d'utiliser tous les outils à notre disposition. Afin que le plus d'êtres vivants possible trouvent leur place à bord de notre arche de Noé. Et nous avec.